Encore une jeune fille, elle est chargée de mission pour les affaires européennes, rapporteure sur le Brexit. Tiens, elle a écouté attentivement notre débat à l'instant. Elle travaille à la direction des affaires européennes pour le MEDEF. C'est Morgane Humbert. Merci d'applaudir et d'accueillir Morgane. Où est-elle? Tout intimidée, Morgane, mais ça va très bien se passer. Voilà, venez nous rejoindre, venez aux côtés. On va peut-être se décaler comme ça, je vais me mettre à la place de Louise. Voilà, décalez-vous simplement d'un fauteuil, installez-vous. Il est réfugié syrien, journaliste, écrivain, politique. Avec lui, on abordera les questions de l'Europe, de la France et évidemment du drame des migrants. C'est Muawiya Hamoud. Merci de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement. Où est-il? Il arrive. Et puis c'est un honneur, c'est un vrai plaisir pour nous de l'accueillir au MEDEF, ici, pour cette université d'été. Normalien, agrégé de philosophie, éditorialiste, personnalité engagée, très actif sur le terrain, dans le monde, et puis attentif par rapport aux grands enjeux internationaux. Puis il est réalisateur, il est écrivain. Je vous conseille son dernier ouvrage, L'Empire des Cinq Rois, qui est paru chez Grasset. Merci de faire une ovation à Bernard-Henri Lévy. Merci de l'applaudir et de l'accueillir. Bernard-Henri Lévy. Installez-vous. Voilà. Alors, on va aborder quatre thèmes. Quatre thèmes avec nos quatre jeunes, si vous le voulez bien, Bernard-Henri Lévy. Merci de vous être prêté à l'exercice et d'être avec nous cet après-midi. On a un peu de retard, mais on prendra le temps qu'il faudra. Soyez-en sûrs. Je vais me tourner vers Maxime. C'est avec Maxime qu'on va commencer. Tu peux te saisir du micro. Alors, pour faire encore plus connaissance avec Maxime, 31 ans. Voilà. Absolument. Il les fait pas. Depuis 7 ans dans un grand groupe de technologie, du numérique. Il est intéressé par évidemment leur impact sur les politiques publiques, sur la société. Européen convaincu. Je vous ai vu écouter attentivement notre débat et l'Europe doit s'inspirer de la dynamique des GAFAM et non pas se recroqueviller. Et vous avez pour Bernard-Henri Lévy, ou tu as pour Bernard-Henri Lévy, une question. On va t'écouter. Oui, merci Frédéric. Donc bonjour à tous. Donc, on est aux 20 ans de l'Université du MEDEF. Il y a 20 ans, le terme GAFA n'existait pas. Aujourd'hui, les sociétés comme Google, Apple, Facebook ou Amazon sont devenues incontournables. Elles sont aussi bien incontournables économiquement. On l'a vu maintenant, la valorisation boursière est égale à peu près au PIB de l'Allemagne, voire supérieure. Et politiquement, je pense notamment aux interventions que ces entreprises ont eues sur la politique migratoire US, mais également aussi bien dans le printemps arabe. Du coup, pour vous, pensez-vous que ces entreprises peuvent devenir des puissances politiques et économiques quasiment ou à l'égal ou voire en concurrence des États actuellement? Écoutez, ce qu'on appelle les GAFA, j'ai envie de vous répondre de la manière suivante. C'est d'abord une sorte de plante carnivore ou de plante cannibale. C'est des armes de destruction d'un certain nombre de vieux acquis de l'humanité. Les produits qu'ont inventés les GAFA sont en train de détruire trois choses. Le lien entre les humains, le rapport à notre propre mémoire et le rapport à cette vieille histoire qu'on appelait la vérité. Le rapport entre les humains parce que toutes ces histoires d'Instagram, de Twitter, etc., où chacun mesure son réseau social au nombre de likes ou de followers ou d'amis dont il dispose, sont en vérité des outils de désocialisation. Je crois qu'on n'a jamais été aussi seul que depuis qu'on croit qu'on agrège autour de soi des communautés de faux amis. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la socialité, de l'être ensemble, que les GAFA sont en train de détruire. Deuxièmement, la mémoire. Il y a un geste qu'on fait tous, moi le premier, de plus en plus. C'est lorsque l'on cherche une information, lorsque l'on cherche une date, lorsqu'on cherche un souvenir, c'est de mettre la main à la poche
de prendre son portable et de taper le mot ou les mots sur Google. Il ne fait plus travailler son cerveau. Il y a une espèce d'externalisation de notre propre mémoire, une sorte d'offshoreisation de notre mémoire personnelle, une manière de nous en remettre à ces instruments-là de notre mémoire. Et ça fait penser à une vieille fable de la chrétienté qui était l'histoire de l'évêque Saint-Denis. Saint-Denis, qui a donné son nom à la colline du même nom, c'est cet homme décapité au XIIIe ou XIVe siècle et qui, décapité, portant sa tête sous le bras, continuait à gravir la colline. Nous sommes tous des sortes de Saint-Denis avec notre tête, non pas tellement sous le bras, mais dans la poche, en train de continuer d'avancer. Alors c'est grave, docteur? Et puis, oui, bien sûr, c'est grave. Et puis la vérité, il y a dans ces instruments qu'ont créés les GAFA, une relation à la parole vraie, à l'opinion, qui est en train de pulvériser les critères traditionnels de la vérité. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Oui, mais comme pour tout, beaucoup va dépendre dans les temps qui viennent de la volonté des hommes, de leur éthique personnelle et du sens qu'ils auront ou non de leurs responsabilités. J'ai eu récemment l'occasion de côtoyer, je ne dirai pas où parce que je crois que je n'ai pas le droit de le dire, mais quelques-uns des maîtres de ces GAFA, et même la plupart d'entre eux, dans un lieu de réflexion et de pensée où j'ai eu l'occasion et l'honneur d'ailleurs d'intervenir et de dire ce que j'en pensais. Ce qui m'a frappé, c'est que certains de ces hommes sont absolument conscients de ce que je suis en train de vous dire. Au point d'ailleurs que, comme vous le savez, ils interdisent à leurs propres enfants l'usage du téléphone portable, qu'ils les scolarisent dans des écoles qui sont low technology, déconnectées, etc. Donc certains de ces hommes sont conscients de ce problème, de cette responsabilité. L'un d'entre eux, Mark Zuckerberg, et je parle à des entrepreneurs, est quand même le premier entrepreneur de l'histoire de l'humanité à avoir récemment dit: comme je ne veux pas rester dans l'histoire comme celui qui aura inventé les fake news, je suis prêt à sacrifier un quart de ma fortune, à accepter que mon cours de bourse dévisse de 25% parce que je prends les mesures qui s'imposent. Et je sais, là je ne trahis pas de secret, qu'il y a aujourd'hui à la tête de Google, pas seulement le président, mais dans les instances de direction de Google, des femmes et des hommes qui sont éminemment conscients de ces questions, éminemment conscients du diable qu'ils ont, du golem qu'ils ont enfanté, conscients du fait qu'il leur revient de le maîtriser et conscients du fait qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. Pour conclure sur ce sujet, quel message vous avez envie de leur adresser à eux par rapport à cette dépendance, par rapport à ce côté seul, tous ensemble? À eux, qui? Les patrons des GAFA ou les jeunes gens qui sont ici aujourd'hui? Déjà les jeunes gens ici. Les jeunes gens qui sont ici aujourd'hui, j'ai envie de leur dire qu'il faut s'en tenir à des règles simples. Les réseaux sociaux menacent la socialité. Eh bien, il faut continuer ou recommencer de faire société autrement. Les GAFA menacent, qu'est-ce que je disais, le rapport à la mémoire. Moi, par exemple, je m'interdis de vérifier sur Google un souvenir dont je sais que je l'ai. Les choses que j'ai apprises, dont je sais que je les ai sues, les informations dont je sais que je les ai sues, je m'interdis, dans un dîner d'amis, dans un déjeuner de famille, je m'interdis d'aller chercher sur Google. Je vous recommande ça et je vous assure, ça fait travailler la tête. Et puis, je crois qu'il faut que vous sortiez, que vous vous employiez à sortir de cette immense illusion, de cette terrifiante illusion, qui est une illusion moderne, créée par tout ça, qu'une opinion en vaut une autre. Parce que les GAFA, ça veut dire ça.
le règne des blogs, le règne de Twitter, l'idée que chacun a droit à l'expression, ça c'est bien. Mais l'idée que chaque expression a droit à la même respectabilité, que chaque expression a les mêmes titres à prétendre à la vérité, ça c'est faux. Ça c'est une idée pernicieuse. Et je crois que là où vous êtes, là où vous serez, là où la vie vous fera être, il faut de toutes vos forces, dussiez-vous passer pour, comme on dit, élitiste ou n'importe, il faut vous battre contre cette idée-là, qui est au fond, les GAFA, c'est la résurrection d'une vieille histoire que les philosophes connaissent bien, qui est la sophistique, à l'aube de l'Occident, au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait une bataille entre les philosophes et les sophistes. Les philosophes, c'est des gens qui disaient « il y a une vérité », pas des fake news. Tout est un peu fake dans la caverne. Mais enfin, il existe une vérité. Elle est inatteignable, elle est au-delà des apparences, mais elle existe. Et face à eux, il y avait des gens qu'on appelait les sophistes et qui disaient « l'homme est mesure de toute chose », proposition en apparence humaniste. Hein, c'est même la fondation de l'humanisme. Mais proposition terrible. Ça veut dire que n'importe quel Protagoras, Gorgias, Calliclès, crétin, violent, n'importe, sa parole avait le même poids que celle de Socrate. Et le résultat de cette histoire, c'est cette tragédie qui a endeuillé l'humanité pour des siècles et des siècles, qui est la mort de Socrate. Socrate, le philosophe, il meurt sous le double coup de la tyrannie et des fake news de l'époque, c'est-à-dire les sophistes. Donc attention. Voilà. Donc il faut se battre. Voilà. Donc tenez ferme, tenez bon sur l'idée que toutes les opinions ne se valent pas. Alors, qu'il y a l'opinion et qu'il y a le vrai. premier sujet, donc. Et première réaction de Bernard-Henri Lévy. Deuxième sujet, ça concerne les États-Unis. La scène mondiale, avec vous, Louise, qui êtes chargée de mission au MEDEF, 24 ans, diplômée en droit fiscal, en droit des affaires, donc à la direction Europe du MEDEF, je le disais. Alors, cette thématique vous intéresse, vous êtes déjà fan des États-Unis, hein, j'ai cru comprendre, et inquiète de la politique que mène Trump, Donald Trump, le président des États-Unis. Et vous avez une question, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, pour Bernard-Henri Lévy. On vous écoute. Bonjour à tous. C'est vrai qu'avec le bras de fer que mènent les États-Unis contre la Corée du Nord, avec le retrait des grandes institutions et des accords internationaux, les sanctions contre l'Iran et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la politique étrangère de Donald Trump désoriente politologues et observateurs. Comment expliquez-vous ce va-et-vient incessant entre interventionnisme et désengagement ? Moi, je suis comme vous un grand ami et un grand admirateur des États-Unis. Et parmi les choses que je hais le plus, il y a dans l'idéologie française, il y a l'anti-américanisme. Je suis un pro-américain. Cela étant dit, vous posez là une question énorme, mais je me permettrai de la formuler un peu autrement. Le va-et-vient entre l'engagement et le désengagement, ça c'est vieux comme l'Amérique. Et les politologues américains savent qu'en gros, depuis la fondation des États-Unis, il y a eu 4 écoles. Il y a eu les Jacksoniens, qui pensaient que... Il y a eu les Jeffersoniens d'abord, qui pensaient qu'il ne fallait pas intervenir sur la scène du monde. Il y avait les Hamiltoniens, qui pensaient qu'il ne fallait sortir des États-Unis que pour des raisons de commerce. Il y avait les Jacksoniens, qui étaient des gens qui pensaient qu'il fallait intervenir sur la scène du monde lorsque les États-Unis étaient agressés. Là, il fallait avoir le réflexe du cow-boy et se venger doublement. Et il y avait les Wilsoniens, du nom du président Wilson, qui pensaient que l'Amérique avait une vocation qui était de répandre la démocratie. Et toute l'histoire de l'Amérique, ça a été un va-et-vient entre ces 4 traditions, engagement, isolationnisme, les différentes formes d'engagement, etc. Ça, c'est old story. Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de Trump ni d'Obama. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je dis Trump ou Obama parce que je ne suis pas sûr que ça soit seulement lié ou que ça soit réductible à l'énorme événement déplorable qu'a été l'élection de Trump. Je crois qu'il se passe quelque chose de plus profond, qui vient de plus loin et qui touche à la vocation profonde des États-Unis. À quel moment il y a eu justement le basculement alors du coup ? Ce que je crois, je connais un peu ce pays, j'y ai un petit peu réfléchi, j'ai même écrit un livre sur les États-Unis,
Et je crois qu'au cœur du projet américain, il y avait au cœur de la métaphysique américaine, il y avait deux idées. Il y avait l'idée que l'Amérique était une nouvelle Jérusalem, et il y avait l'idée que l'Amérique était une nouvelle Rome. Les pères fondateurs américains de l'Amérique, sur le Mayflower, c'est des gens qui étaient pétris de Bible, et ils voulaient faire une Jérusalem terrestre, et c'est des gens qui étaient pétris de Virgile, ils connaissaient l'Énéide par cœur, et ils voulaient, comme l'Énéide, comme Énée, qui avait fui Troie pour fonder Rome, ils voulaient fuir, eux, les Roms de l'époque, c'est-à-dire Amsterdam, Londres, en proie aux flammes des guerres de l'époque, étaient des guerres de religion, pour aller fonder New York. Bien. Ça, c'était le programme américain. C'était fidélité à l'héritage judéo-chrétien et judéo-catholique à l'époque, souvent, et judéo-chrétien, judéo-protestant aussi, bien sûr, les deux. Et puis l'héritage virgilien, l'héritage italique, l'héritage de l'Énéide. Ce qui se passe aux États-Unis depuis 30 ans, 40 ans, peut-être 50 ans, peut-être d'ailleurs que la date, c'est l'assassinat du premier et dernier président catholique de l'histoire américaine, c'est-à-dire Kennedy. Si ce n'est pas ça, peut-être que la date, c'est l'élection de Barack Obama et son désintérêt grandissant à mesure que ces deux mandats passaient pour l'Europe et son regard de plus en plus insistant vers l'Ouest, c'est-à-dire vers l'Asie. Ce qui se passe, c'est que l'Amérique est en train de rompre les amarres, de rompre la corde secrète et lumineuse qui la liait et à cet héritage biblique et à cet héritage italique et à la mémoire de Jérusalem et à la mémoire d'Europe. C'est évident quand vous regardez les idéologues qui entouraient Barack Obama, et c'est encore plus évident et infiniment plus détestable, parce que ça, c'est, si tant est que ce soit la même chose, ça se dit pour le coup dans une version horrible, grimaçante, quand on regarde les gens qui entourent le président Donald Trump. Donc le fond de l'affaire, ce n'est pas engagement-désengagement, c'est cette rupture avec l'Europe, c'est cette rupture avec cette vieille mémoire, rupture avec l'idée, au fond, que l'Amérique était le couchant d'un levant, d'une vieille histoire qui avait commencé avec la guerre de Troie, qui s'était prolongée avec la fondation de Rome, qui s'était perpétuée avec la fabrication de l'Occident et qui s'était régénérée en se replantant et en se ressourçant avec la fondation de l'Amérique. Il y a un déplacement vers l'Asie, hein, vers l'Océanie. Hein. Donc, déplacement vers l'Asie. Donc, oui, idée que l'Europe n'est plus leur affaire, et ça date pas de Donald Trump, c'est même avant. Invention d'une église américaine nouvelle, ou d'églises américaines nouvelles, qui n'ont plus tant que ça à voir avec le christianisme des pères fondateurs de l'Amérique, le christianisme des présidents du XIXe siècle, le christianisme des présidents jusqu'à Kennedy, ou peut-être encore après. Donc voilà, invention de tout ça. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a un retournement absolument gigantesque qui échappe aux catégories de la politique traditionnelle, qui échappe au combat d'hommes. La mort de John McCain, avant-hier d'ailleurs, c'est d'une certaine manière un symbole. John McCain était, je le connaissais un tout petit peu, et on s'était rencontrés en Libye, on s'est rencontrés à Kiev, et puis on avait fait un débat il y a quelques années dans un lieu semblable à celui-ci. John McCain, c'était un des derniers grands Américains à penser ce que je dis là, c'est-à-dire à savoir qu'il était juif, chrétien et latin. Quelque part en l'enterrant, on a enterré cette idée. Pardon ? Quelque part en l'enterrant, on a enterré cette idée aussi. Et quelque part en l'enterrant, voilà, en l'enterrant dans ce climat de deuil national auquel ne s'associe que du bout des lèvres, comme vous le savez, le président, le locataire actuel de la Maison-Blanche, il y a peut-être quelque chose de cette vocation historiale ou métaphysique de l'Amérique qui est en train d'être enterrée avec lui.
troisième sujet, Bernard-Henri Lévy, c'est Morgane qui va le porter, Morgane Humbert. On va parler du retour des 5 croix, hein, par rapport à votre ouvrage, paru chez Grasset. 26 ans, Morgane, depuis 3 ans à la délégation du MEDEF auprès de l'Union européenne, donc au cœur de ces sujets-là. Avant de travailler spécifiquement pour l'Europe, vous avez étudié, tu as étudié beaucoup de sujets internationaux, en particulier l'Asie, les langues eaux aussi, hein, j'ai cru comprendre. On écoute ta question, Bernard-Henri Lévy y répond. Bonjour, dans votre dernier ouvrage « L'Empire et les 5 croix », vous traitez du rapport entre l'Occident d'une part et la Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran et les califats sunnites d'autre part. Dans ce contexte de désintéressement des États-Unis vis-à-vis de leurs pendants européens et de montée en puissance de ce que vous appelez les 5 rois, quel est selon vous, quel peut être selon vous le rôle de l'Europe, ou comme vous aimez l'appeler, le rôle de l'idée d'Europe? Merci. Si l'effacement de l'Amérique, si on entre vraiment dans ce monde précolombien que je viens de décrire, c'est-à-dire ce monde où tout se passe comme si l'Amérique n'existait pas, ou ne comptait plus pour le monde, ou comptait pour rien, alors ça veut dire que face à ces 5 rois dont je parle, c'est-à-dire, pour parler clair, face à Erdogan, face à un Xi Jinping qui est en train de reprogrammer le vieux programme impérial chinois. La Chine, c'est intéressant. Vous savez que jusqu'à la fin des grands empires chinois, il y avait interdiction, sous peine de mort, de construire des jonques capables d'aller au-delà du Mozambique. Interdiction de construire des jonques de plus de je ne sais pas combien de mètres, des bateaux de guerre. Il y avait une espèce de résistance à l'impérialité dans l'histoire chinoise. Enfin, c'est une longue histoire, je ne vais pas... Mais on a aujourd'hui en Chine quelqu'un qui est en train de renoncer à cette idée-là. Deuxième des 5 croix, donc. Deuxième. Le troisième, c'est évidemment l'Iran, qui a clairement un programme impérial, volonté de renouer avec la mémoire du passé, volonté de créer un espace impérial qui est en train d'absorber la Syrie, qui est en train de prendre Perse, hein. l'Irak, et ainsi de suite. Voilà. Le quatrième, c'est Poutine, qui, malgré le fait qu'il est un nain économique, malgré le fait qu'il a une démographie souffreteuse, malgré le fait qu'il est sous sanction de la moitié de la planète, il a une hubris, une volonté de s'affirmer, une volonté de recréer ce qu'on appelle dans la tradition russe l'espace eurasien, qui est en effet également tout à fait inquiétante. Et puis le dernier, c'est en effet la part radicale ou djihadiste de l'islam sunnite. Donc il y a là une coalition de puissances, une vague illibérale qui est beaucoup plus inquiétante que celle dont on parle souvent et qu'on connaît en Europe, la Hongrie, etc. La vraie vague d'autant plus importante qu'elle est imprévisible. Hein. D'autant plus inquiétante qu'elle est Qu'elle est imprévisible. D'autant plus inquiétante qu'elle est imprévisible, d'autant plus inquiétante qu'elle est adossée à des peuples qui ont une grande histoire et qui sont des grands peuples. La civilisation iranienne, c'est pas rien. La civilisation russe, c'est pas rien. Et quant à la Chine, c'est immense également. Donc il y a là une volonté, un défi adressé à l'Occident, une haine de ce que l'Occident a pu vouloir dire et peut encore vouloir dire, qui est en train de prendre, à mon avis, l'aspect d'une lutte à mort. Ce qui s'est passé là pendant l'été entre la Turquie et les États-Unis est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. La manière dont Erdogan a réagi aux sanctions américaines en nouant instantanément des relations, enfin en continuant de nouer des relations avec la Russie, des relations avec le Qatar, et malgré la haine ancestrale, séculaire, civilisationnelle, en resserrant le lien avec l'Iran, la manière qu'il a eu de dire avec une insolence extrême qu'il se foutait éperdument qu'il faille désormais 6 livres turcs pour avoir $1 alors qu'il en fallait une il y a 5 ans, parce que de toute façon il allait écrire
ces échanges désormais dans d'autres monnaies, dans des échanges bilatéraux, tout ça est tout à fait symptomatique de l'époque que nous vivons et qui est marquée par, en effet, cet effacement de l'Amérique, cette perte de crédibilité et cette perte de substance. Alors face à ça, face à ce danger, face à cette vague brune, parce que c'est une vague brune, hein, il y a eu le nazisme, il y a eu le communisme, et puis il y a ces cinq-là. Erdogan qui menace l'Europe d'utiliser l'arme migratoire, l'Iran qui a son propre chantage au terrorisme, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Face à ça, par déduction, si vraiment l'Amérique est dans la situation que je redoute et que je décris, il n'y a qu'une option, c'est l'Europe. Il n'y a qu'une force de résistance, c'est l'Europe. Il n'y a qu'une solution, c'est, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, c'est le voyage d'aîné à l'envers. C'est-à-dire le voyage d'aîné, c'est toujours de l'Est vers l'Ouest. Ben, peut-être qu'il faut qu'Aîné revienne d'Ouest vers l'Est, c'est-à-dire des États-Unis vers l'Europe. Peut-être qu'il faut que l'Europe, autrement dit, se réapproprie son bien, elle ne les a jamais perdus, mais prenne davantage conscience de ses valeurs, s'en institue la gardienne et la porteuse, et les réaffirme avec beaucoup de force face à ces puissances illibérales. Il me semble qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui sont conscients de cette vocation historiale qui leur est donnée. Je pense à deux pays qui me semblent conscients de cela, l'Allemagne et la France. Il y a une carte à jouer. Une Allemagne dont la chancelière est malheureusement affaiblie, cette très grande dame qui est Madame Merkel, qui est aujourd'hui affaiblie, et la France, avec ce jeune président Emmanuel Macron, qui lui est dans la pleine force de son quinquennat et qui me semble à distance tout à fait conscient de ce rôle que l'histoire est en train de confier à ce qu'on appelait injustement jusqu'à ces derniers temps la vieille Europe, qui pourrait redevenir le continent de la jeunesse et de l'avenir. Voilà, la jeune Europe. Avoir conscience du danger et se dire que c'est une formidable opportunité pour l'Europe. Quatrième sujet avec vous, Bernard-Henri Lévy, et avec Muawiya Hamoud. Merci d'être avec nous. Tu as 28 ans, activiste syrien, journaliste syrien, tu as vécu la guerre, tu as été blessé d'ailleurs par gaz chimique, et tu as une question forcément par rapport au drame des migrants, par rapport à la place de la France, de l'Europe, pour Bernard-Henri Lévy, pour les 5 dernières minutes de notre débat. On t'écoute. Bonjour. D'abord, je veux juste dire un mot pour le mot réfugié. C'est toujours, on attend le mot réfugié, mais on ne demande pas pourquoi je suis réfugié. C'est ça ce qu'il faut savoir, excusez-moi. D'abord, moi j'ai 28 ans, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma ville, tout simplement parce que ma ville est complètement rasée. Rasée par le régime d'Assad et ses alliés, la Russie, et le Hezbollah et les groupes terroristes d'un côté, et l'autre côté on avait aussi Daesh. Heureusement maintenant c'est fini dans des villes, mais il existe encore. Comme vous savez, la situation au Moyen-Orient, c'est très compliqué maintenant. Au Yémen et en Syrie. En Syrie, par exemple, nous avons une occupation russe, une occupation iranienne, une occupation turque et bien sûr des djihadistes qui sont venus chez nous du monde entier, de n'importe quel pays. Ma question aujourd'hui pour M. Bernard Lévy, comme j'ai vu en France, et j'aime ce pays et j'aime l'Europe en général, parce que c'est le seul endroit où on a le droit de vivre. Là, on cherche la vie, pas plus que ça. Comment voyez-vous aujourd'hui le rôle de la France au Moyen-Orient, au Yémen et en Syrie spécialement? C'est une question en 5 minutes, c'est une question énorme. Moi, je voudrais dire d'abord, comme notre petite session a pris du retard, j'ai eu l'occasion de bavarder tout à l'heure off, comme on dit au Festival d'Avignon, avec monsieur. Et je voudrais dire quelque chose ici.
si vous permettez. Oui, dites-moi. C'est que parmi les vrais Européens de la salle aujourd'hui, parmi les vrais Européens présents, il y a vous. Ce que vous m'avez dit sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu en Europe, pour les raisons pour lesquelles vous avez choisi la France, ce que vous m'avez dit de la manière dont vous voyez l'Europe, me semble aller complètement dans le sens de cette grandeur de l'Europe dont nous, Européens anciens, avons trop souvent perdu le sens. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on a été interrompu, mais je pense profondément cela. Et c'est important parce que vous êtes donc réfugié en France au titre du droit d'asile. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, j'espère que un très grand nombre de Français et d'Européens sont conscients de cela, qu'un grand nombre de réfugiés au titre du droit d'asile sont aujourd'hui parmi les plus européens d'entre eux, c'est-à-dire parmi ceux pour qui Europe est un mot qui n'est plus une idée vague, un slogan creux, mais une raison de vivre. Une idée pleine de sens et de résonance. Voilà. La Syrie, c'est la défaite de nos générations. Ce qui se passe en Syrie depuis 6 ans, depuis 7 ans, est une honte pour la communauté internationale, une honte pour les États-Unis d'Amérique, une honte pour l'idée même d'humanité. La France n'est pas le pays qui s'est le plus mal conduit à cet égard, d'ailleurs. Et je n'oublie pas personnellement comment, le 28 août 2013, quelques jours après le massacre chimique dont vous avez failli vous-même être la victime, je n'oublie pas comment, ce jour-là, les pilotes français, les avions français étaient prêts au décollage, étaient prêts à faire respecter les sanctions promises en cas de dépassement de la ligne rouge, et comment ce sont, hélas, les États-Unis d'Amérique qui ont donné ordre de tout stopper. La France, à l'époque, s'était bien conduite. De même qu'elle se conduit bien aujourd'hui, quand le président français, à la conférence des ambassadeurs, il y a quelques heures, déclare ce que tout le monde sait, mais ce que peu osent dire, à savoir que Bachar al-Assad n'est plus digne de gouverner son pays, ou n'est plus digne de gouverner ce qui reste de son pays, n'est plus digne de gouverner sur les ruines dans lesquelles il a transformé son pays. Donc c'est une honte, c'est un échec, ça aurait pu être évité dès le premier jour, et sinon dès le premier jour, en tout cas à tout moment en cours de route. Et pour répondre très précisément à votre question, j'espère que l'Europe saura, en la matière, puisque tout le monde a démissionné, les Nations Unies se sont déshonorées, les Américains ont manqué à leur parole, le monde arabe s'est discrédité, la région tout entière s'est rendue complice de ces crimes atroces. Là encore, il reste l'Europe. Et qui dit Europe, dit aujourd'hui le pays idée de ce continent idée, c'est-à-dire la France. J'espère que la France saura trouver les mots, saura trouver les initiatives, saura user de ce mélange d'intelligence, de ruse et de force que l'on appelle la diplomatie, pour faire en sorte que ce qui reste de la Syrie sorte du cauchemar. C'est avec ce message d'espoir qu'on va terminer ce débat. Je vous demande de les applaudir. Merci Bernard-Henri Lévy, passionnant comme toujours. Merci Maxime, merci Louise, merci Morgane et merci Mavoya. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation d'université, d'autres événements, d'autres tables rondes évidemment sur cette même scène et puis dans les différents amphis. Je vous retrouverai en amphi Tocqueville pour parler justement climat, pour parler de toutes ces évolutions liées à la transition climatique. Merci à vous.